Bonjour à toi. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. On va déjà débuter par ton parcours. Déjà avec la question traditionnelle, qui es-tu? Je suis Geomentis Media, du coup IFA de Geomentis Media, la chaîne qui s'intéresse à nos droits. J'ai commencé mon parcours à l'université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne en 2017 ou en 2018, il me semble, en licence de droit classique. Et je suis aujourd'hui en master en droit du numérique à l'université de Nanterre. Voilà. Très bien. Alors déjà, on voit que ton parcours en termes de scolarité est assez chargé et justement, on va y revenir. Ton parcours étudiant, si tu peux un peu plus le développer. Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait une licence de droit classique, donc ça, c'est pas trop à développer. Moi, j'ai refait ma première année de droit parce que j'avais des difficultés à comprendre la méthodologie et le mécanisme en première année de droit. Et à l'issue de ce redoublement, enfin même ce triplement, parce que j'ai refait ma première année de droit plusieurs fois, et j'ai fait énormément de stages. Donc, je me suis mise dans la vie pratique du droit parce que je trouvais ça beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup plus dynamique. Et j'ai donc enchaîné les stages pendant toute ma licence. J'ai travaillé à côté de mes études et j'ai mon appartement en région parisienne et également depuis quelques années. Donc voilà, c'est les choses que j'ai fait de majoritaire. Ma matière préférée, je dirais que c'est le droit civil. C'est la matière où j'ai eu la meilleure note et que je trouvais la plus intéressante. Et et le droit administratif aussi, j'ai beaucoup aimé. J'adore le droit public. La matière que j'ai détestée le plus, je dirais comptabilité. Alors je n'aime pas du tout la compta. Enfin, ça a manqué de sens, ou la manière dont ça avait été transmis, ça a manqué de sens pour moi. Et surtout la procédure civile, qui est une matière phare en L3 que j'ai vraiment pas du tout aimée. Théoriquement, elle est très intéressante, mais dans la pratique, j'ai trouvé super complexe et du coup, c'était compliqué. Et maintenant, avec du recul, est-ce que le fait d'avoir fait plusieurs fois ta L1, c'est quelque chose que tu regrettes, que tu as aimé, ton expérience par rapport à ça? Pour moi, ça a été super nécessaire. Déjà, théoriquement, pour que je comprenne la méthodologie, le syllogisme juridique, qui n'était pas du tout une pratique commune. Je suis beaucoup plus littéraire, à mettre plein de fioritures, à parler beaucoup. D'accord. Justement, la logique juridique, c'est la synthétisation, la vulgarisation de concepts importants et compliqués. Je ne comprenais pas ça au début, donc ça a été absolument nécessaire. Et surtout, pour mon CV, ça a été un pas en avant énorme. C'était absolument nécessaire pour moi de grandir professionnellement. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre, à mettre de l'intérêt derrière mes études, à mettre du concret. Et ça, j'en avais besoin. D'accord, parce que c'est vrai que redoubler sa L1, ou même plusieurs fois, c'est une crainte que beaucoup d'étudiants ont. Tout à fait, c'est une crainte. On se dit que déjà, c'est pas commun, alors que c'est pas le cas. Il faut rappeler quand même que le taux de passage entre la L1 et la L2 en université de droit, c'est 30%. 30% dans les bonnes universités. Certaines années, c'était 15%. 15% sur 1000 élèves, ça fait que 150 élèves. Donc, il faut quand même rappeler que dans ces 15%-là, il y a également des redoublants. Il y a également des gens qui ont un parcours différent avant. Il ne faut pas avoir honte de redoubler ses études. Si on est intéressé et passionné, il faut foncer. Surtout si on est intéressé. Est-ce qu'à l'issue de ce parcours, je pense que tu n'as pas fini d'ailleurs. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as une carrière professionnelle qui se dessine ou en tout cas tu y penses? Tout à fait. Je souhaite faire une thèse CIFRE. Donc c'est une thèse qui est à la fois financée par une université pour avoir un statut de docteur en droit, mais également par un organisme. Donc l'organisme, c'est généralement une entreprise. Et du coup, on a la possibilité de faire cette thèse-là en même temps que travailler. Donc je souhaite faire ça, je souhaite être juriste d'entreprise. À l'issue de cette thèse-là, je souhaiterais être professeur dans les universités, en tout cas maître chercheur, ou en tout cas maître de conférences dans les universités. Mais on commence d'abord par la thèse CIFRE, qui est mon dessin à moyen terme pour l'instant. D'accord, c'est l'objectif premier. On va passer un petit peu plus sur la vie perso. Si peut-être il y a des éléments qui ont impacté ta vie étudiante, ce serait sympa. Ah oui, alors des éléments personnels qui ont impacté ma vie étudiante. Bon, la première chose, c'est que je travaillais à côté de mes études. Donc ça a beaucoup joué parce qu'il y avait une organisation à avoir. Évidemment, entre les cours, les travaux dirigés. Je pense que ça a été un facteur de planification, Tout à fait. Je me rappelle faire des 70 heures, 80 heures par semaine, n'avoir qu'un jour dans la semaine où je pouvais travailler vraiment mes cours, etc. C'était fatigant. Donc ça a énormément impacté. Et dans ma vie perso, quoi d'autre? La création de ma chaîne, qui m'a beaucoup ouvert de portes, qui m'a beaucoup intéressée et qui, encore une fois, m'a permis de transmettre et de comprendre aussi des thématiques juridiques
que, comme j'ai dû les expliquer, on tu était les as toi-même plus simple. comprises. Exactement. On était beaucoup plus simple à comprendre. Et surtout, ça a figé mon intérêt, notamment pour l'audiovisuel, parce que j'adore l'audiovisuel. Ouais. Et surtout pour le droit. Du coup, je suis devenue une passionnée du droit, alors que initialement, je ne suis pas du tout une passionnée. J'ai pas du tout une famille qui vient de ce milieu du tout. Donc c'est top. Et par rapport à ton média, est-ce que tu peux dire qu'il t'a apporté d'autres choses ou juste le fait de comprendre les concepts et dans tes études? Tout à fait. Alors il m'a donné la possibilité de comprendre des concepts effectivement juridiques, donc des concepts de mes études, mais il m'a apporté énormément de choses. Déjà des contacts, la possibilité de communiquer beaucoup plus simplement avec des professionnels de droit, ce qui n'est pas du tout une chose simple, surtout quand on n'a aucune connaissance de droit, contact en droit. Moi, j'en avais pas. Surtout quand on compile les deux. Tout à fait, exactement, tout à fait, c'est compliqué. Et aussi, ça m'a permis d'avoir un relationnel avec les gens que j'aurais pas du tout eu, de rencontrer des gens que j'aurais pas rencontrés, de faire des projets que j'aurais pas eu. J'ai eu des partenariats, des collaborations, enfin des choses super intéressantes. Des opportunités que j'aurais pas du tout eu, autant financières, enfin économiques, que d'intellect, intellectuel, culturel. La dernière rubrique du coup de l'engagement. Tout à fait. Parce que dans la vie étudiante, on sait que c'est quelque chose qui a régi quand même beaucoup de facs. Peut-être que c'est en as fait l'expérience. Et tout à fait. Alors moi, je suis peu engagée dans les associations, déjà parce que j'avais une problématique temporelle jusque-là. Mais par contre, je suis engagée dans la réussite des étudiants et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai créé mon média initialement. C'était pour permettre à tous de comprendre et de comprendre leurs droits, comprendre ses droits et surtout que ça devienne plus simple, pas que ce soit une matière élitiste. Donc je dirais que mon engagement premier avec les étudiants et mon engagement général, c'est plutôt celle via mon média, le relationnel que j'ai avec mon média, la possibilité aussi d'avoir un point de contact et de donner un point de contact à des gens qui en ont besoin, qui ont besoin de conseils juridiques, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ne savent pas quoi faire. Parce que je pense qu'on ne valorise pas suffisamment la possibilité d'avoir accès à des professionnels de droit, alors qu'on en a besoin partout, il y a du droit partout. Donc je pense que pour moi, le premier engagement que j'ai, c'est celui-ci, c'est celui de me rendre disponible pour les étudiants sur les questions juridiques, sur les thématiques juridiques et surtout vulgariser, faciliter les points en droit. Et sinon, sur le point de vue plus personnel, je suis très engagée dans les concours d'éloquence. T'en as déjà fait? Tout à fait, plusieurs. Eloquentia, Lions Club de mon université, que j'ai gagné pour certains, que j'ai pas gagné pour d'autres, mais pour lesquels l'expérience était géniale. Je pense que c'est un autre engagement personnel qui fait partie aussi de ma personnalité. Qui est important à souligner. Oui, et justement par rapport au concours d'éloquence, c'est un objectif parfois pour certains lorsqu'ils rentrent en première année. Est-ce que tu as des conseils à donner par rapport à ça? Alors je pense que j'ai aucun conseil particulier à donner pour être plus éloquent. J'ai aucun conseil en particulier à part se lancer. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas des personnes qui... Alors si, il y a des personnes qui ont un don, mais de toute manière, comme tout le monde, ça se travaille. On ne part peut-être pas du même point, mais on peut arriver tous au même endroit. Donc ça, je pense que vraiment, il ne faut pas hésiter à se lancer si ça nous intéresse. Déjà par des petites choses. Prendre la parole en public, c'est d'abord commencer par prendre la parole en classe, prendre la parole en TD, participer à une association si on a la possibilité, et puis après effectivement se lancer dans des concours d'éloquence, donc d'abord de plus petite envergure, donc plutôt local, dans le lycée, dans l'université, et puis après des concours qui ont une plus grande échelle. Une plus grande échelle, tout à fait, une échelle nationale, comme le Lions Club par exemple, qui propose ça pour les étudiants et surtout pour les lycéens, parce que moi j'y participais quand j'étais au lycée, ou Eloquentia par exemple, qui est un exemple parmi d'autres de concours qui a une envergure nationale. Donc déjà par rapport aux sélections, que ce soit en licence ou en master, est-ce que selon toi elles seraient méritocratiques? Alors, je ne pense pas du tout, ça ne fonctionne pas du tout avec la méritocratie et d'ailleurs je suis contre la notion de méritocratie. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui méritent plus que d'autres, surtout pour les études, d'avoir accès aux études. C'est pas parce qu'on vient de tel milieu ou de telle fac ou de tel, etc. qu'on mérite plus que d'autres d'avoir le droit à l'éducation, d'avoir le droit d'apprendre. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de sujet. Pour moi, il n'y a pas de méritocratie. Mais par contre, je suis d'accord que la sélection est totalement injustifiée ou injustifiable par rapport, par exemple, aux notes des étudiants. Certains étudiants qui ont 10 de moyenne
auront tout à fait un master alors que certains à 15 n'en auront pas, et certaines personnes avec un CV rempli n'auront pas de master alors que ceux avec un CV vide auront un master. Par rapport à ça, les critères sont aléatoires, et d'ailleurs heureusement quelque part, parce que si on n'avait que les mêmes profils en master ou en licence, ça serait quand même un peu grave. Et donc par rapport à ça, il y a une question qui se rejoint, c'est notamment la plateforme Parcoursup. Est-ce que selon toi elle est adéquate ou peut-être à des propositions à faire? Tout à fait. Alors pour moi, la plateforme Parcoursup n'est pas adéquate à l'heure actuelle, mais dans la réalité technique, donc dans la mise en pratique technique, pour moi, c'est une problématique derrière qui est la mise en place de structures adéquates pour répondre aux besoins des étudiants. Il y a trop d'étudiants et pas assez de place en formation. C'est ça la problématique à l'heure actuelle. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place des structures qui puissent accueillir les étudiants d'une manière alternative pour qu'ils puissent rejoindre, par exemple, la L2 ou la L3 en droit en ayant fait quelque chose en distanciel ou en ayant fait... Enfin voilà, c'est ces méthodes-là alternatives pour moi qu'il faut valoriser pour permettre à des structures ou à des algorithmes comme Parcoursup de davantage fonctionner et de proposer à tous une possibilité de formation. Oui, c'est vrai, parce qu'à l'heure actuelle, Parcoursup se retrouve assez bloqué. Tout à fait. C'est à l'issue des listes d'attente, tout le monde se retrouve bloqué. Tout à fait. Il y a une liste fixe d'étudiants qui peuvent être acceptés dans cette université. Et cette liste ne changera pas. Cette liste ne change pas, et c'est ça la problématique. Il faut plutôt ouvrir des places plutôt qu'arrêter de recruter. Dans l'idée, on pourrait revoir les algorithmes. Moi, je ne m'y connais pas très bien. Oui. Mais outre le fait de revoir les algorithmes et les critères qui sont utilisés pour sélectionner les gens, il faut pouvoir les placer quelque part, les gens qu'on n'a pas sélectionnés dans tel format. Est-ce que le milieu du droit, notamment le droit pénal, est-il assez ouvert aux femmes, ou alors la question ne se pose pas du tout selon toi? Oui, bien sûr, le droit pénal est ouvert aux femmes. D'ailleurs, en France, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus d'avocats femmes, beaucoup plus d'étudiantes femmes, d'étudiantes d'ailleurs, en droit que d'hommes. Alors c'est vrai que dans la médiatisation des métiers du droit, on voit beaucoup plus d'hommes, etc. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes en droit, et surtout en droit pénal, beaucoup en droit pénal. C'est pas parce qu'elles sont invisibilisées pour X ou Y raison qu'elles n'existent pas. Et pour moi, oui, tout à fait, le droit pénal est un métier de femme, tout comme elle est un métier d'homme. Pour moi, c'est unisexe, il n'y a pas de question, d'ailleurs, gender neutral, quoi que ce soit. Tout le monde est tout à fait capable, à partir du moment où d'être dans ce tout à fait. Ouais. Mais il faut être motivé, passionné, et il faut savoir que la sélection, par exemple, on parlait de la sélection en master en droit pénal, est très rude. Donc ça, pour le coup, faut avoir des bons acquis, solides, et bien bosser, et faire des choses à côté possiblement. Et je rebondis aussi sur ce que tu as dit. Est-ce que justement le fait que les femmes ne soient pas suffisamment médiatisées dans ce milieu-là a peut-être des raisons ou Alors, je pense que de manière générale, les femmes ne sont pas assez médiatisées sur certaines thématiques. Peut-être parce qu'on croit que les femmes ne sont pas capables d'eux, mais aussi parce que les femmes, peut-être, n'ont pas toujours envie d'être mises en avant pour vouloir se sentir représentées. Effectivement, il y a une médiatisation, ça doit passer par la médiatisation, mais on parle souvent de la médiatisation télévisée. Pour moi, ça passe aussi par une reconnaissance des fonctions des femmes, et du coup, peut-être une autre possibilité de valoriser le métier, donc la réalité du terrain pour les femmes, et pas uniquement qu'elles passent à la télé pour parler de... Alors, il en faut aussi, évidemment, il faut que ce soit beaucoup plus équilibré, mais il ne faut pas seulement que ça passe par la télé, il faut que ça passe par des actes concrets et également des structures davantage adaptées aux femmes. On parle d'une affaire récente, d'une femme qui a dû enlever son soutien-gorge au portique de sécurité d'une prison parce que ça sonnait et qu'il n'y avait aucun lieu dans la prison en question pour qu'elle puisse se changer. Elle a dû changer en public. Ça, c'est pas du tout adapté pour des personnes qui... Enfin, mais même pour les hommes, je veux dire, on n'enlève pas son caleçon en public, on n'enlève pas son soutien-gorge en public, qui sont des sous-vêtements. C'est plein de petites choses comme ça qui rappellent à la femme qu'elle n'a pas sa place à tel ou tel endroit, alors que ce n'est pas vrai du tout dans la réalité du terrain et surtout dans la réalité avec le client. On peut préférer aller voir une femme, par exemple, pour telle ou telle affaire, notamment les violences, par exemple, sexuelles, où les femmes sont majoritairement visées, les violences conjugales également, plutôt qu'aller voir un homme. Et je pense que ça mérite d'être mis en avant davantage, ou
sur avec d'autres moyens, pas uniquement avec la télé, avec les journaux, avec les podcasts, avec plein de choses. Ça mérite d'être reconnu. Les podcasts qui émergent en plus ces derniers temps. Beaucoup. Et moi d'ailleurs, majoritairement, j'ai le dispositif La Parole des Pros, où je fais intervenir en live des professionnels de droit. Et j'ai d'ailleurs majoritairement des femmes en professionnels de droit avec qui j'arrive à discuter. Peut-être parce qu'elles sont plus accessibles, mais peut-être également parce qu'elles représentent une part majoritaire des métiers du droit. Et demandé en règle générale, puisque tu l'as dit, il y a beaucoup de droits. Mais quel droit en particulier, quelle spécialité est plus demandée? Alors, les spécialités qui sont les plus demandées sont soit les spécialités qui sont économiquement, pécuniairement très intéressantes, donc droit des affaires, droit du notariat, et propriété intellectuelle, parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais également toutes les filières qui ouvrent toutes les portes vers l'avocature ou la magistrature, qui ouvrent les portes des examens et des concours. Donc le DJP, qui est un master de droit judiciaire civil, droit du procès civil, etc., pour connaître tout ce qui est la notion de procédure, etc., et le droit pénal, évidemment. Dans un autre registre, mais qui est quand même tout de même un peu demandé, enfin de plus en plus demandé, c'est le master en droit public, parce qu'il est très général et qu'il y a un peu moins de spécialisation dès l'entrée du M1 pour le droit public, donc c'est effectivement demandé également. Donc sont généralisés le master de droit privé fixe, les masters de droit des affaires, en gros, pécunier, et le master de droit public. Et dans la société actuelle, c'est ce qu'on retrouve dans le marché du travail. Alors sur le marché du travail, on ne retrouve pas du tout uniquement ces professionnels-là. Le droit de la propriété intellectuelle, effectivement beaucoup. Le droit des affaires également, parce qu'il y a beaucoup de cabinets d'affaires, etc. Parce que les entreprises en ont besoin. Mais il y a également beaucoup de droit du travail, droit social, le droit de l'environnement qui sont des matières en vogue parce qu'on en a besoin. On a un manque de professionnels en droit de l'environnement. Également le master que je suis en train de faire, droit du numérique, parce que les métiers du numérique sont en train d'imploser, etc. En France. Donc effectivement, on a besoin de plus en plus de professionnels. C'est des professions rémunératrices. Et aussi la compliance, qui est un sujet qui n'est pas du tout connu en France. Enfin, très en management un peu. Tout à fait. Alors le management, oui, mais la compliance, le droit de la compliance est assez spécifique. La déontologie d'entreprise, tout ce qui est financement du terrorisme, etc. Enfin, tout ce qui est autour de ça, c'est des sujets qui sont méconnus, mais en fait, où il y a énormément d'ouverture à la suite du master, autre que uniquement l'avocature ou la magistrature, pour ceux qui le souhaitent. Pour toi, le droit en tant que filière, il peut être considéré comme une filière garage pour certains étudiants? Alors, tout à fait. Alors, le terme garage, je pense qu'il est à définir comme on veut. Par contre, je suis d'accord sur un point, c'est que le droit ouvre toutes les portes. En fait, il y a du droit partout. Donc c'est vrai que commencer par une élan de droit, ça sera toujours, de toute manière, toujours utile. Donc c'est vrai que ça peut être vu comme certains, comme une porte de secours si on ne sait pas trop quoi faire, ou un endroit où de toute manière on pourra aller si on n'a pas d'idée par la suite. Une formation pour maturer ce qu'on a à faire après. Maturer ce qu'on a à faire après. Après, il faut savoir que les études de droit sont quand même très difficiles et que généralement, si on n'est pas intéressé par le droit, enfin si le droit nous fait chier, pardon, mais en gros, si le droit ne nous intéresse pas, ça va être très compliqué de pouvoir suivre 5 années de droit, ou 3 années, parce que généralement il y a quand même entre la licence et le master un changement un petit peu qui se fait, tout à fait. Beaucoup d'écoles de commerce d'ailleurs. Et est-ce que actuellement le droit est le droit est demandé en règle générale, puisque tu l'as dit, il y a beaucoup de droits, mais quel droit en particulier, quelle spécialité est plus demandée? Alors, les spécialités qui sont les plus demandées sont soit les spécialités qui sont économiquement, pécuniairement très intéressantes, donc droit des affaires, droit du notariat, et propriété intellectuelle, parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais également toutes les filières qui ouvrent toutes les portes vers l'avocature ou la magistrature, qui ouvrent les portes des examens et des concours. Donc le DJP, qui est un master de droit judiciaire civil, droit du procès civil, etc., pour connaître tout ce qui est la notion de procédure, etc., et le droit pénal, évidemment. Dans un autre registre, mais qui est quand même tout de même un peu demandé, enfin de plus en plus demandé, c'est le master en droit public, parce qu'il est très général et qu'il y a un peu moins de spécialisation dès l'entrée du M1 pour le droit public. Donc c'est effectivement demandé également. Donc sont généralisés
le master de droit privé fixe, les masters de droit des affaires, en gros, pécunier, et le master de droit public. Et dans la société actuelle, c'est ce qu'on retrouve dans le marché du travail. Alors sur le marché du travail, on ne retrouve pas du tout uniquement ces professionnels-là. Le droit de la propriété intellectuelle, effectivement, beaucoup. Le droit des affaires également, parce qu'il y a beaucoup de cabinets d'affaires, etc. Parce que les entreprises en ont besoin. Mais il y a également beaucoup de droit du travail, droit social, le droit de l'environnement qui sont des matières en vogue parce qu'on en a besoin. On manque de professionnels en droit de l'environnement. Également le master que je suis en train de faire, droit du numérique, parce que les métiers du numérique sont en train d'imploser, etc. En France. Donc effectivement, on a besoin de plus en plus de professionnels. C'est des professions rémunératrices. Et aussi la compliance, qui est un sujet qui n'est pas du tout connu en France. Enfin, très en management un peu. Tout à fait. Alors le management, oui, mais la compliance, droit de la compliance est assez spécifique. La déontologie d'entreprise, tout ce qui est financement du terrorisme, etc. Enfin, tout ce qui est autour de ça, c'est des sujets qui sont méconnus, mais en fait, où il y a énormément d'ouverture à la suite du master, autre que uniquement l'avocature ou la magistrature pour ceux qui le souhaitent. Ça marche. Bah, écoute, je pense qu'on a récolté un avis assez construit et je pense que ça en a aidé plus d'un. Donc on va finir sur la question traditionnelle. Donc est-ce que tu as un dernier conseil, parce que tu as donné pas mal de conseils quand même, un dernier conseil pour la jeunesse, les étudiants en règle générale? Tout à fait. Alors mon conseil majoritaire, ça serait faites ce que vous aimez. C'est l'essentiel. Et si vous n'avez pas de passion, pas d'envie, lancez-vous dans quelque chose, quoi que ce soit à l'étranger, que ce soit en France, dans un projet associatif, dans un travail, et vous allez vite voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Jouez de vos qualités, c'est absolument essentiel de se connaître, et ça c'est absolument primordial. Pour moi, il faut faire un travail, et j'entends par là un travail psychologique, interne sur soi, pour savoir qui on est, quelles sont nos forces, quels sont nos défauts, et quelles sont les choses à renforcer, pour pouvoir travailler, avoir un travail qui nous correspond, qui correspond à nos forces, et qui ne fait pas peser nos faiblesses, justement, à longueur de journée. Donc, se connaître et foncer. Voilà. Ça marche. On te remercie. Et puis, on espère te revoir bientôt, pourquoi pas. Merci, et n'hésitez pas. Et puis, retrouvez-moi sur Géométis Média si vous avez besoin. Évidemment. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir.